Le salon des thérapies naturelles est à nouveau en balade pour une tranche de vie très intéressante, puisque je me trouve moi-même dans le cadre d'un jeûneur qui vient jeûner une semaine dans la Drôme, au Gîte La Croisée, avec Monique Béja, docteur en médecine et thérapeute en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. C'est avec grand plaisir que je fais cette interview avec toi, puisque voilà, tu nous as encadrés dans ce jeûne, puisqu'on en est au 4e jour aujourd'hui et que tout va bien. Alors, dans ces tranches de vie, on essaie un petit peu de comprendre le parcours des thérapeutes qu'on rencontre, puisque en grande majorité, les gens avaient un autre métier, et ça nous intéresse d'autant plus ton cas, puisque c'était avant docteur en médecine, et toujours, voilà, et que maintenant tu as bifurqué dans les médecines alternatives. Hein. Alors Monique, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ce que tu as comme métier, comme outil pour aider les gens? Je sais que tu es aussi présidente de l'association Kousmine française, voilà. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur ton chemin, ton parcours de vie? Alors sur mon parcours, j'ai fait des études de médecine tout à fait classiques. Sans être très convaincue de ce que j'apprenais, qui me paraissait, les traitements me paraissaient pleins d'effets secondaires et pas forcément satisfaisants. Donc je me destinais à la carrière d'obstétricienne, puisque j'adorais mettre au monde les bébés. Mais malheureusement, j'ai eu 3 enfants en 4 ans, mes 3 premiers enfants en 4 ans, puis un 4e après, et c'était pratiquement impossible de gérer les gardes et d'exercer cette profession qui est extraordinaire. Donc du coup, je me suis retrouvée face à un dilemme. Quelle médecine vais-je finalement pouvoir exercer? Et comme dit un proverbe indien, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et j'ai eu l'occasion de lire un livre de Catherine Kousmine qui devait être, je pense, Sauver votre corps. Et à partir de là, j'ai dévoré ce livre et je me suis dit, Catherine Kousmine, qui était suisse, a tout compris. Et donc, à partir de là, je me suis formée en naturothérapie, à une époque où c'était réservé aux médecins, une spécialité à la fac de Bobigny à Paris. C'était passionnant. On déconstruisait tout ce qu'on avait pu apprendre et moi, ça m'a passionnée. Et à partir de là, je me suis formée, multiformée. D'abord, je me suis formée Kousmine, je me suis formée en micronutrition, en gémothérapie, en phytothérapie, et j'exerce depuis plusieurs années donc la profession de... je suis sortie de l'ordre des médecins, donc je suis docteur en médecine, mais je ne peux plus dire que je suis médecin. Je suis thérapeute en médecine nutritionnelle et fonctionnelle. Donc maintenant, tu travailles, tu as un cabinet à Grenoble. Hein. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu apportes de différent, par exemple pour quelqu'un qui a une maladie fonctionnelle, et par rapport à la médecine classique, puisque tu connais les deux? De toute façon, moi je ne prescris plus effectivement de médicaments, et en fait je fais de l'éducation à la santé. Alors ça passe beaucoup par l'alimentation. Une consultation à mon cabinet est assez longue, la première consultation dure environ 2 heures, parce que je fais une anamnèse, une bonne anamnèse, je vois un petit peu le terrain, et à partir de là, je donne d'abord des conseils alimentaires. On reparlera de Catherine Kousmine peut-être tout à l'heure, mais la base de notre santé, c'est l'alimentation, quelle que soit la médecine qui est proposée, que ce soit la médecine énergétique, de la médecine mécanique, la base c'est l'alimentation. Donc j'essaye d'adapter le régime alimentaire à la personne qui est en face de moi en fonction de ses pathologies. Et puis en général, je termine la consultation par une ordonnance de micronutriments, voire un petit peu de gémothérapie, donc les bourgeons, et de phytothérapie que j'utilise, j'ai envie de dire, un peu comme de l'allopathie naturelle. Voilà.
Alors par exemple, pour quelqu'un qui viendrait chez toi, qui n'a pas trouvé de solution avec la médecine classique, donc tu vas revisiter un peu son alimentation, parce que maintenant on parle beaucoup du régime cétogène, de l'alimentation paléo, de Seignalais, enfin il y a plein de... Et puis alors, évidemment il y a Kousmine, hein, puisque toi tu es président de l'association Kousmine. Alors comment tu... Eh bien, tout dépend de la pathologie, du patient et de sa pathologie. C'est vrai que pour une personne qui vient me voir, et j'en ai quelques-uns heureusement, qui veulent simplement rester en bonne santé, je vais souvent sur une alimentation qu'on dit Kousmine, c'est-à-dire finalement une alimentation basée sur des produits naturels, non transformés, sans éviction particulière. Et donc puis ils peuvent manger de tout. Alors voilà, on va limiter un petit peu, par exemple, ce qu'avait décrié Jean Seignalais, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger de tout, mais par exemple les produits laitiers, je leur demande quand même de les limiter à un par jour. Les céréales mutées, pas spécifiquement le gluten, mais les céréales qui ont été modifiées depuis l'agriculture, depuis l'apparition de l'agriculture, je leur demande de limiter à un par jour. Par exemple, s'ils mangent un jour du pain, ils ne mangeront pas de pâtes ce jour-là. Mais à part ça, tout est possible. Et ensuite, je vais souvent sur l'alimentation du docteur Jean Seignalais, qui était une alimentation dite ancestrale ou hypotoxique, très intéressante, où là, effectivement, il y a suppression de tous les produits laitiers, et pas seulement du lactose, hein, comme on l'entend, non, bien plus que ça. Les produits laitiers, ce qui nous gêne beaucoup plus, c'est entre autres la caséine, les facteurs de croissance, les estrogènes, et puis également, Jean Seignalais supprimait les céréales dites mutées, à savoir le blé, le maïs, l'avoine, le seigle, l'orge, camoute et pote. Voilà, et à partir de là, voilà. Si j'ai une pathologie plus ennuyeuse, ou si les gens étaient déjà sous un régime cétogène, sur un régime hypotoxique sans vraiment de résultats, je peux passer sur un régime dit paléolithique. Et pour les personnes qui ont des cancers, les personnes qui ont des maladies neurodégénératives, je vais passer sur un régime cétogène, dont je dis que c'est du paléo en plein hiver. C'est Cro-Magnon en plein hiver. Voilà. On entend souvent parler maintenant de ce régime paléo, et puis on entend aussi des oppositions ou des remarques par rapport à ça. Ça veut dire qu'on doit manger beaucoup de viande, on mange que de la viande. Tu peux m'expliquer peut-être ce que c'est que le régime cétogène? Un menu, par exemple, on commence le matin, qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner, à midi? Alors, et puis, déjà, un régime cétogène n'est pas un régime hyperprotéiné. Dans le régime cétogène, ce sont les lipides qui remplacent les glucides, puisqu'on s'aperçoit de plus en plus que nous sommes malades des glucides. Bien sûr, tout ce qui est sucre, mais d'un excès de céréales, de légumineuses, etc. Pour nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tous les mots, les lipides, c'est... Alors, le gras. Le gras, voilà. La graisse. Les glucides, ce sont les céréales, ce sont les légumineuses, ce sont les fruits. Ce qu'on trouve dans les sucres cachés, on entend souvent cette expression maintenant. Oui, c'est même plus que les sucres cachés, parce que les céréales, on n'imagine pas que finalement c'est du glucose. On pense que, voilà. Mais l'amidon, c'est une longue chaîne de glucose. Voilà, donc qu'est-ce qu'on mange alors, par exemple, au petit déjeuner? Alors déjà, le petit déjeuner n'est pas indispensable, puisque également je travaille avec ce qu'on appelle le time restricted feeding, c'est-à-dire le temps réduit d'alimentation, ou qu'on appelle également le jeûne intermittent ou le fasting. C'est la diète, par exemple, depuis le dernier repas du soir jusqu'à midi? Non, enfin, c'est même pas. C'est essayer de grouper ces repas sur 8 heures, ce qui va libérer 16 heures de jeûne. Alors, donc, on mange pendant 8 heures? Voilà. Alors, donc, on peut soit sauter le petit déjeuner, soit sauter le repas du soir. D'accord. Donc, le petit déjeuner n'est pas indispensable, mais si on veut petit déjeuner en régime cétogène, ça va être un petit déjeuner avec des protéines, avec des... Par exemple, ça peut être des œufs à la coque, ça peut être un avocat, ça peut être des crudités. J'ai mis au point, pour rendre hommage à Catherine Kousmine, qui avait mis au point la crème Boudwig. J'ai fait une crème pudding, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est cétogène. Et puis une boisson chaude. Et souvent, on utilise beaucoup l'huile de coco en régime cétogène. Alors, parce que ça permet de passer plus facilement en cétose. Il faudrait peut-être redéfinir ce terme. Tu peux expliquer ce que c'est que la cétose? Alors, la cétose. Lorsque l'on mange très peu de glucides, et que notre carburant, qui est le glucose, est en quantité un peu limite, l'organisme s'est fabriqué à partir des graisses, à partir des lipides, il s'est fabriqué un carburant qu'on appelle les corps cétoniques, que d'ailleurs le cerveau préfère largement au glucose.
c'est ce qui va remplacer notre carburant. Voilà, en fait, on est comme une voiture, les voitures qui marchent à la fois à l'électrique. Électrique et à l'essence. On carbure la plupart du temps dans nos sociétés au glucose, mais comme nos ancêtres étaient souvent confrontés à des carences en glucides, eh bien l'organisme avait appris à utiliser un autre carburant à partir des graisses synthétisées par le foie et également par les cellules de soutien du cerveau. Et ce carburant, ce sont les corps cétoniques. Donc c'est un phénomène naturel en fait, quand le corps n'a plus assez de sucre, il va transformer les graisses en... Voilà, en corps cétonique. En corps cétonique, et le corps va fonctionner la même chose. Et le corps, pratiquement toutes les cellules du corps, à l'exception peut-être des globules rouges, fonctionnent très très bien au corps cétonique. Il y a d'autres, le cœur par exemple, fonctionne directement avec les lipides. Mais il y a d'autres organes qui ne peuvent pas fonctionner directement avec les graisses, et ils vont très bien fonctionner avec les corps cétoniques. C'était d'ailleurs un régime qui était préconisé avant l'apparition des médicaments anti-épileptiques chez les enfants épileptiques, et qui marchaient très bien. Il y a d'ailleurs toujours des enfants qui sont suivis en régime cétogène parce qu'ils ne répondent pas au traitement médicamenteux. Habituel. D'accord, donc le petit déjeuner on a vu, puis alors à midi? Alors moi j'appelle un peu mon alimentation cétogène, je l'appelle méditerranéenne parce que je pense que... Donc moi je propose toujours de commencer par des crudités, avec du bon gras, avec des huiles riches en oméga 3, ça avait été le travail de Catherine Kousmine qui parlait de la vitamine F. En fait, la vitamine F, c'était schématiquement notamment les oméga 3, donc une huile riche en oméga 3. Et puis ensuite, une protéine animale, mais sans excès, en recommandant 2 fois par semaine du poisson gras. Comme du saumon. Voilà, saumon, maquereau, sardines, hareng, pour avoir d'autres oméga 3 que ceux apportés par l'huile. Ouais. Et un légume cuit, alors de préférence cuit à la vapeur douce. Ensuite, on arrose sa protéine animale et surtout ses légumes de graisse. Ça peut être du beurre clarifié, ça peut être de l'huile de coco, ça peut être, lorsqu'on a de bonnes sources, ça peut être du saindoux, ça peut être de l'huile, comment on appelle ça, de la graisse de canard, la graisse d'oie. Puis ça, on peut le cuire par exemple à la poêle, pas trop chaud, bien comment... Alors, en principe, moi je me sers beaucoup de l'huile de coco pour la cuisson, puisque c'est une huile qui supporte beaucoup mieux la chaleur que l'huile d'olive, et c'est l'huile qui ressemble le plus au lait maternel dans sa composition en acides gras, donc elle est intéressante. Ouais. Donc effectivement, moi je conseille toujours de cuire les légumes à la vapeur, et de cuire la protéine animale, si on le veut, à la poêle, avec de l'huile de coco. Et puis le repas se termine sans fruits, puisque les fruits, en principe, ne sont pas autorisés dans le régime cétogène, à l'exception d'un peu de myrtille, de framboise. Les petits fruits et les petites baies. Donc, terminé, si les personnes aiment, avec un café, et puis du chocolat très noir, en petite quantité, évidemment. Voilà, chocolat, plus de 70%, c'est ça? Oui, largement. Voilà. Puis ensuite, dans l'après-midi, évidemment, on mange rien. Il peut y avoir une collation. Tout à fait, ça peut être des oléagineuses. Ça peut être la crème pudding. Vers quelle heure ça plutôt vers 17h souvent, parce que c'est souvent l'heure où surtout les femmes ont très très faim. Quand elles rentrent du bureau, elles me disent je mangerai les mûres. Donc voilà, une collation est possible, et puis ensuite il y a le repas du soir, sauf si on a décidé de faire le fasting et de sauter le repas du soir. Et le repas du soir va être calqué à peu près sur le repas de midi. Voilà. Les protéines du soir ne sont pas indispensables, tout dépend de l'appétit. Alors en cétogène, on tolère les produits laitiers, plutôt de chèvre ou de brebis, parce que ce sont des animaux qui ont une caséine plus digeste et qui ont moins de facteurs de croissance. Alors toujours au lait cru, parce qu'on revient toujours aux aliments non transformés. Voilà. Si on revient maintenant un petit peu à toi, en tant qu'être humain, et puis au point de vue du travail, de ton travail, de ton plaisir au travail, comment est-ce que tu perçois maintenant, avant, et puis cette nouvelle orientation? Pour moi, il n'y a pas photo. De toute façon, je suis heureuse de faire ce que je fais parce que j'ai des résultats, parce que mes patients reviennent, parce que je fais absolument pas de publicité, mes patients reviennent, et je sais que d'abord ne pas nuire, disait Hippocrate. Je ne nuis pas, et puis on arrive souvent à supprimer des médicaments, à éviter des interventions.
On ne sauve pas la Terre entière, hein, ça c'est évident, mais on améliore quand même beaucoup les patients si eux-mêmes sont prêts à s'impliquer. Bien sûr, il faut une grosse implication. Il faut qu'ils s'impliquent. Ouais. Hein. Mais Catherine Kousmine le disait, nous sommes responsables de notre santé. Elle disait, j'aimerais que chacun comprenne qu'il ne peut compter que sur lui-même, qu'il est responsable de sa personne, que le corps dont il dispose doit être géré comme n'importe quel autre bien. Donc nous sommes responsables de notre santé, pas forcément coupables d'être malades, mais la maladie vient toujours nous dire quelque chose. Hein, la maladie. Ouais. Et souvent c'est un clignotant nous disant « Ah, là, il y a des choses quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent. Ouais. Puisqu'on est dans ce stage de jeûne, là, je répète encore une fois, dans la Drôme, hein, dans le gîte La Croisée, qui organise plusieurs jeûnes d'une semaine par année, ainsi que des stages de cuisine Kousmine, hein, d'alimentation. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision des choses par rapport au jeûne, puisque je suis actuellement tu es en train de souffrir avec nous. Je suis en train de souffrir, pas du tout, non, j'ai pas faim, tout va bien. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui t'écoutent les bienfaits du jeûne? Est-ce que c'est pas juste une lubie? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins qui sont contre ou qui comprennent rien. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu? C'est très très intéressant, le jeûne est extrêmement intéressant. Alors l'idéal c'est le jeûne encadré, surtout pour un premier jeûne. Ben, les bienfaits sont multiples, surtout par rapport à toutes les maladies dites de civilisation, hein, que sont les diabètes, les maladies cardiovasculaires, et d'abord pour la prévention. Hein, l'idéal étant toujours de prévenir, d'éliminer les toxines. Alors ça, en médecine allopathique, les toxines, c'est pas très connu. Les émonctoires, les organes qui permettent d'éliminer les toxines, on connaît pas bien, mais c'est vrai que tous nos jeûneurs repartent en général enchantés et dans les mois qui suivent en meilleure santé et reviennent souvent jeûner. Donc je pense que c'est bénéfique. Il faudrait faire comment ça, un jeûne d'une semaine par année, 2 fois par année, il faudrait jeûner un petit peu chez soi. Chacun doit essayer d'adapter. On peut faire justement le fasting, hein, ce jeûne intermittent. On peut jeûner 1 jour par semaine. On peut venir, alors après il y a des gens qui aiment jeûner 2 fois par an, 2 fois une semaine par an. D'autres qui vont jeûner dans des grandes cliniques comme à Überlingen, la clinique Büchinger, où là ils peuvent avoir des jeûnes plus longs. Il faut savoir qu'en France, nos jeûnes sont des jeûnes de bien-être, ce ne sont pas des jeûnes thérapeutiques. Ils ne doivent pas excéder 8-10 jours. Et théoriquement, nous n'acceptons pas de personnes qui ont des pathologies avérées. Après, on peut faire des exceptions pour des pathologies bien gérées. Mais voilà, c'est vraiment une période pour soi aussi bien émotionnellement qu'au niveau corporel. Et voilà, et je pense que nous avons un jeûne assez doux puisque c'est un jeûne type Büchinger, justement, ou Boehringer, avec des jus de légumes faits à l'extracteur tous les jours, avec des tisanes, avec du bouillon de tout bio, bien sûr. Voilà. Après, chacun est libre, hein, comme tu as pu le voir, soit de faire un jeûne à l'eau, soit de faire un jeûne avec ses jus, avec ses ajouts. Voilà, et tout se passe bien. Et on retrouve un peu des sensations, on apprend de nouveau à connaître la faim. Voilà, donc je pense que c'est vraiment des expériences intéressantes que de plus en plus de personnes ont envie de connaître. Ça c'est sûr. Après, par rapport toujours à cette expérience de jeûne, donc comme tu dis, avec un encadrement, alors dans la journée, il y a un suivi, comment ça se passe? On prend... Alors chez nous, et chez nous, donc c'est systématiquement encadré par un médecin. Maintenant, c'est moi, et par Hélène qui est infirmière, qui est naturopathe. Donc le matin, ça démarre par on accueille les jeûneurs, ils prennent leur tension, ils se pèsent, ils ont pris leur pH urinaire, hein, ça 3 fois par jour, ils vont prendre leur pH urinaire. Ensuite, ces jeûneurs qu'on accueille, hein, on discute avec eux, vont monter faire du Qigong. Et quand ils redescendent, nous avons préparé les jus et il y a un tour de table systématiquement tous les matins où chaque jeûneur va exprimer un petit peu son vécu, son ressenti de la veille, la nuit qu'il a passée. Ensuite, on se prépare pour la balade et on part pour une balade en pleine nature. On a un très joli site, donc un petit peu vallonné. Donc on part pour une balade d'1 heure, 1 heure et demie. Alors là, l'hiver,
on traîne pas trop, on fait pas trop la sieste en pleine nature. Il fait froid. Hein. Voilà. Ouais. Mais quand on fait les stages en mai ou en juillet, on fait des... Comme tu as pu voir hier au château, par exemple, il y a une belle esplanade vallonnée. On dort, on fait une sieste là. Ensuite, les jeûneurs rentrent. On leur demande vraiment de se reposer, si possible allongés. On propose des enveloppements humides du foie. Ouais. On leur apprend à faire et qu'on pratique nous-mêmes une fois. Puis ensuite, ils nous rejoignent pour le jus. Alors le matin, c'est plutôt un jus pur de légumes. L'après-midi, c'est un jus fruits-légumes, mais beaucoup plus légumes que fruits. Et je fais une conférence sur divers thèmes, le jeûne, la nutrition, etc. Alors la petite anecdote, c'est que pendant cette conférence, les jeûneurs ont les pieds dans de l'eau dans laquelle on a rajouté ce qu'on appelle de l'alcaba, qui est un alcalinisant, un détoxifiant. Voilà. Et puis quand la conférence est finie, il y a un petit temps libre. Ensuite, il y a une séance de relaxation, et toujours pour ceux qui le souhaitent. Il n'y a aucune obligation. Imposé, ouais. Voilà. Et puis le soir, il y a un bouillon à volonté. Et ensuite, il y a une soirée, ou une soirée libre, ou une soirée... on montre toujours... voilà, on montre toujours le film, le jeûne, une nouvelle thérapie. Puis après, voilà, on organise des soirées. Écoute, je te remercie beaucoup, Monique, d'avoir accepté de te prêter à cette interview. Alors, je peux peut-être ajouter quand même, puisque je suis présidente de l'association Kousmine, à redéfinir les piliers de Catherine Kousmine. Oui, volontiers. Parce que cette femme était complètement visionnaire. Je vous rappelle qu'elle était née en 1904 et qu'elle est décédée en 1992. Et qu'elle avait mis au point ce qu'on a appelé un peu à tort la méthode Kousmine. C'est pas elle qui parlait de méthode, mais... Voilà, schématiquement, les piliers de Catherine Kousmine, c'était l'alimentation, on est fait de ce qu'on mange. Son deuxième pilier, c'était l'intestin, clé de voûte de la santé. Or, actuellement, si on va regarder un peu les publications scientifiques, il y a une pléthore de publications sur l'intestin. La perméabilité. L'hyperperméabilité, le microbiote, ce fameux microbiote qui excite actuellement les chercheurs. Son troisième pilier, c'était l'équilibre acido-basique. Alors maintenant, en médecine, on parle plutôt d'acidose métabolique latente, c'est le terme un peu plus savant, mais on est très souvent acide dans nos sociétés modernes. Son quatrième pilier, elle donnait des compléments alimentaires, ce qu'on appelle aujourd'hui la micronutrition. Et elle était un petit peu visionnaire parce que les compléments alimentaires n'avaient pas beaucoup de partisans à l'époque. Elle tenait en compte l'équilibre émotionnel et elle n'hésitait pas à travailler avec sa meilleure amie qui était psychanalyste. Et puis, elle avait un pilier qui s'appelait l'immunomodulation dans une espèce de vaccin dans les maladies auto-immunes. Et nous, avec la fondation, puisqu'il y a l'association Kousmine et la fondation qui est en Suisse, nous venons de rajouter le pilier environnement avec l'histoire, les découvertes de l'épigénétique. L'épigénétique, voilà. Parfait. Alors, comme tu as accepté aussi éventuellement de venir une fois donner une conférence lors d'un de nos 4 salons, on restera en contact pour voir si on trouve une fois une date pour une conférence. En espérant que la situation actuelle se clarifie. Et voilà, on espère ça aussi. Alors, à une prochaine. Avec plaisir. Voilà. Je vous parlerai de Kousmine ou du jeûne, selon vos attentes. Merci. Merci Bernard. Je t'en prie.